Pour commencer, placez le plateau principal au centre de la table. Mettez sur la case en haut à gauche, au-dessus de l'action nourriture, tous les cubes de nourriture. Au-dessus de la deuxième action, mélangez votre paquet de cartes combat argentées et placez-en 4. Au-dessus de la troisième action, placez une pile de tunnels. Au-dessus de la quatrième action, placez les pièces d'or. Au-dessus de la piste de méchanceté, là où il y a la tente, placez les 2 paladins. Le paladin doré de la deuxième année en dessous et le paladin argenté de la première année au-dessus. En bas à gauche du plateau, au-dessus de l'action des diablotins, placez les diablotins. Mélangez la pile de cartes pièges et placez-la sous l'action piège. Placez maintenant le plateau contrée lointaine. Placez sur cette case les monstres dorés, puis les monstres argentés après les avoir mélangés. Mélangez chaque pile séparément. Même chose ici avec les salles. Mélangez vos salles dorées, placez-les, puis mélangez les argentés et placez-les. Placez les aventuriers argentés sur cette case. Même chose avec les dorés ici. Mélangez vos cartes combat dorées, tirez-en 4, mélangez le paquet événement, tirez-en 2, placez-en une au-dessus du paquet de combat et une en dessous, ce qui nous donne 2 cartes événements entourant 4 cartes combat de la deuxième année. Placez-les sur cette case. Placez les cubes blessures. Le reste des cases sera utilisé pour les défausses respectives des monstres, des salles, des aventuriers, des événements et des cartes pièges. Placez maintenant le plateau des saisons au-dessus du plateau central. Placez le marqueur progression à gauche, dans la saison hiver. Mélangez vos tuiles événements et placez-en une dans chaque case carrée, aléatoirement et face cachée. Chaque joueur prend un plateau individuel joueur qui comporte une couleur indiquée ici. Prenez les cartes ordre, il y en a 8, ainsi que les 2 cartes scoring de fin de partie. Pour les cartes ordre, mélangez le paquet de 8 cartes ordre face cachée, tirez-en 3. Parmi ces cartes, choisissez-en 2 face visible que vous placerez sur les ordres indisponibles. Placez le reste des cartes à droite de votre plateau en pile. Chaque joueur pose sur son plateau 3 nourritures, 3 ors et 3 diablotins. Chaque joueur place également 3 tuiles tunnels partant de l'entrée et descendant en ligne droite. Face sombre. Chaque joueur récupère également les 3 larbins à sa couleur qu'il place dans leur propre bureau. Chaque joueur place également un cube de sa couleur sur la piste de méchanceté, sur la ligne la plus claire qui indique le départ sur cette piste. Il ne reste plus qu'à placer les 3 jetons trolls à gauche des diablotins. Le jeu se déroule en 2 années. Lors de chaque année, il y aura les 4 saisons, hiver, printemps, été et automne, suivi d'une phase de combat qui se déroule en 4 manches. La deuxième année verra suivre les mêmes saisons suivies du combat. Chaque phase est résumée sur le plateau saison. Nous allons voir le détail de chacune pas à pas. La première phase, ici, est une phase d'approvisionnement du plateau. Comme l'indique le pictogramme, il va falloir placer 2 salles, 3 monstres, révéler le prochain événement, ainsi que les aventuriers. Pour les salles, prenez 2 salles du plateau contrée lointaine et placez-les face visible ici, dans le magasin des salles. Faites-en de même avec les monstres. Je rappelle que le matériel argenté est associé à la première année et le matériel doré associé à la deuxième. L'icône bleue, ici même, signifie qu'il faut révéler le prochain événement, histoire de pouvoir s'y préparer. Nous aurons donc l'info 2 saisons à l'avance. Enfin, piochez 4 aventuriers, un par un, et placez-les sur ces cases. Vérifiez maintenant la complexité des glyphes en haut. Un glyphe plus compliqué devra être placé à l'avant. Dans le cas où vous piocheriez uniquement des glyphes identiques, vous devez repiocher le dernier que vous avez pioché, le défausser et en piocher un autre pour avoir au moins un glyphe différent
sur les aventuriers. Ces aventuriers sont connus également 2 saisons à l'avance pour savoir lesquels nous risquons de piocher. Nous passons maintenant à la deuxième phase qui est la phase d'ordre. Cette phase est la phase d'action principale. Vous allez devoir choisir parmi vos ordres lesquels vous allez jouer. Ceux-ci vous donneront la possibilité de placer sur le plateau principal vos sbires et ainsi effectuer des actions. Vous allez donc choisir secrètement 3 ordres à placer sur votre plateau. Une fois que tous les joueurs ont placé leurs ordres, nous allons effectuer dans l'ordre du tour les révélations des cartes, une par une. Le premier joueur révélera sa première carte, le deuxième révélera sa première carte, etc. Puis nous révélerons la deuxième, toujours dans l'ordre du tour. À savoir que le premier joueur est ici. Dans le cas présent, je révèle ma carte, je prends un de mes 3 sbires et je le place sur l'action avec l'icône correspondante, c'est-à-dire ici. Je me place sur la case la plus haute. S'il y avait déjà un joueur présent, je me placerai sur la deuxième case. S'il y avait 2 joueurs ou plus présents, je me placerai sur la troisième. Et s'il y avait un troisième joueur, ce cas n'est pas possible, mais si j'avais la troisième couleur, dans ce cas-là, je ne peux pas me placer et je place mon bonhomme sur la carte. Autre précision également, l'icône à gauche ici vous indique que si vous placez l'ordre acquérir un monstre, celui-ci, à gauche, donc en premier ordre, il vous coûtera 1 pièce d'or au moment de la révélation. Si vous n'avez pas la pièce d'or, vous ne pouvez pas placer cette carte ici. Nous allons maintenant expliquer chaque action une par une. Lorsqu'il y a une flèche orange, le coût est ce qui est à gauche et le gain est à droite. Première action ici, gagner de la nourriture. Si vous êtes tout en haut, pour 1 d'or, vous gagnez 2 nourritures. Ici, c'est un coût en méchanceté. Lorsque vous le faites, vous augmentez du coup votre cube sur la piste de méchanceté d'1 cran. Nous reviendrons à cette piste plus tard. Pour 2 méchancetés, vous gagnez 3 nourritures et 1 d'or. Pour rappel, les actions sont effectuées de haut en bas et lorsque vous avez fait votre action, vous reprenez votre sbire. Deuxième action, c'est l'action ici, université. Si vous êtes sur la première action, vous allez gagner 1 de gentillesse, c'est-à-dire que vous allez descendre sur la piste méchanceté et vous allez avoir une action d'espion. L'espion vous permet de prendre connaissance d'une des 4 cartes combat ici. Vous avez également de gentillesse ou pour 1 d'or, de gentillesse et un d'espionnage. Troisième action, l'action creuser des tunnels. Ici, à ne pas confondre avec l'action acquérir des diabletins qui est là. Vous aurez le droit de creuser 2 tunnels ici, 3 tunnels ici, ou jusqu'à 4 tunnels ici, mais il vous faudra un contremaître. Comment cela fonctionne? Admettons que je sois sur l'action ici, 2 tunnels, je vais pouvoir prendre 2 tunnels et creuser ici. Pour rappel, vous n'avez pas le droit de faire un carré de 2 sur 2, car tout s'effondrerait sous le poids de la terre. Vous pouvez vous mettre adjacent à n'importe quelle tuile déjà posée, qu'elle soit explorée ou non. Il vous faudra également, pour chaque tunnel que vous construisez, placer un petit bonhomme, un petit diabletin, dans chaque angle. Dans le cas du contremaître, ici, cette action numéro 3, vous devrez au préalable utiliser un diabletin à mettre à l'entrée qui surveillera le travail des autres. L'action vous coûtera donc le nombre de tunnels que vous voulez creuser en diabletin, plus un qui surveille. Dernière chose et non des moindres, vous pouvez creuser moins que ce qui est indiqué. L'action extraire de l'or. Vous allez avoir le droit d'extraire plus ou moins d'or. Et il faudra également un contremaître à placer à l'entrée de votre dédale si vous souhaitez utiliser cette action-ci. Admettons que j'ai l'action ici. 2, j'ai le droit à 2. Je prends 2 diabletins que je place cette fois sur mes tunnels pour en extraire 1 d'or par tunnel. Il n'y a pas le droit d'avoir 2 par tunnel. On ne peut pas extraire d'or dans les salles et on ne peut pas extraire d'or dans les tunnels qui auront été explorés par les aventuriers. Donc uniquement dans des tunnels non explorés et maximum un diabletin par tuile. L'action récupérer des diabletins. Pour 1 nourriture, vous récupérez un diabletin, 2 nourritures, 2 diabletins, 1 nourriture, 1 d'or pour 2 diabletins que vous placez dans votre réserve.
Ils seront disponibles pour la phase de production, mais ne pourront pas être utilisés pour creuser ou pour récupérer de l'or, puisque nous effectuons les actions dans cet ordre-ci. Nous effectuons ensuite l'action acheter des pièges. Pour 1 d'or, vous allez pouvoir piocher une carte piège ici. Sinon, le deuxième à être ici aura une carte piège gratuite et le troisième payera 2 d'or pour recevoir 2 cartes pièges. Ici, il n'est pas possible de ne payer qu'1 d'or pour une carte piège. Les cartes pièges seront placées dans cette case. Avant-dernière action, acquérir des monstres. Pour ces 2 dernières actions, vous remarquerez que les cases sont décroissantes au niveau de la taille au lieu d'être croissantes. Et c'est en effet parce qu'elles sont résolues dans l'ordre inverse. Nous commençons par le dernier joueur à s'être placé et nous remontons. Donc si vous êtes premier, vous aurez moins de choix s'il y a d'autres joueurs présents sur cette action. Le dernier joueur devra payer 1 de nourriture pour choisir son monstre. Les autres l'auront gratuitement. Gratuitement plus ou moins, puisqu'il va falloir évidemment s'acquitter du prix du monstre indiqué en haut à droite. De la nourriture, de la méchanceté, mais vous trouverez également de l'or, parfois même manger d'autres monstres, ou utiliser des pièges en les défaussant. Les monstres rejoignent votre repère, face visible, ici. Vous pouvez les empiler, cela n'a pas d'importance. La dernière action, creuser des salles, construire des salles, va être réalisée également dans l'ordre inverse. Ainsi, si vous êtes arrivé en premier et que les 2 autres joueurs achètent une salle, peut-être n'aurez-vous pas accès à des salles, cela va dépendre. Il vous faudra dépenser 1 d'or pour choisir une salle. Lorsque vous prenez une salle de la première année, il s'agit de salle de construction. Une salle de construction, comme vous le voyez en bas, dispose d'un schéma qui vous indique dans quelle partie du donjon vous pouvez la placer. Pour celle-ci, ce sera dans les 2 rangées supérieures de mon dédale. Pour certaines, il s'agit d'être sur le tour ou sur l'intérieur. Voici par exemple une salle qui ne peut être placée que sur l'extérieur de votre dédale. Votre tuile va venir remplacer une de vos tuiles tunnels. Attention, il n'est pas possible de remplacer des tunnels qui ont été explorés. La deuxième règle de placement, très importante, il ne peut pas y avoir 2 salles adjacentes l'une à l'autre. Une fois cette phase terminée, le plateau devrait être vide de tout serviteur, puisqu'il retourne sur les plateaux des joueurs lorsque vous effectuez l'action. Passons maintenant à la phase de production et de récupération des ordres. Qu'est-ce que la production ? Les salles de la première année permettent en effet de produire des ressources en y faisant travailler des petits diablotins. Les diablotins, ici, il en faudra 3 pour produire 1 d'or, c'est très simple. Sachez que si vous avez réussi à obtenir des jetons trolls, ils peuvent travailler pour remplacer un diablotin, mais uniquement dans les salles lors de la phase de production et non pas pour creuser ou récupérer de l'or lors de la phase d'action. Vous placez donc vos diablotins et récupérez le gain indiqué. Il n'est possible lors de la première année de faire fonctionner qu'une seule fois chacune de vos salles. Les pions trolls, comme j'ai oublié de vous le dire, sont récupérés lorsque vous achetez un monstre troll. Dès qu'il rejoint votre camp, vous récupérez également un de ces jetons que vous placez avec vos diablotins et qui servira lors des phases de production. Après la production, que nous faisons dans l'ordre du tour, en partant du premier joueur et dans l'ordre, nous allons faire la phase de récupération des ordres. Vous allez enlever les 2 ordres indisponibles ici, et comme l'indiquent les flèches, poussez simplement vos ordres ici et récupérez celui-là. Cette case est donc essentielle si vous voulez jouer plusieurs fois cette action. Attention, il existe un cas où vous avez d'autres choix. En effet, si vous ne pouvez placer votre petit ouvrier ici car les emplacements sont pleins, je vais dire, comme je vous l'avais expliqué, vous placez votre ouvrier sur votre carte. Admettons que je n'ai pas pu faire cette action. Dans ce cas-là, j'ai le choix entre conserver toujours le premier ordre, mais je peux à la place conserver celui-ci. Dans tous les cas, vous ne pouvez conserver qu'une seule de ces 3 cartes. Vous pouvez également placer vos ouvriers ici, si vous ne désirez pas faire l'action au moment où c'est à vous de l'effectuer. Admettons que vous n'ayez pas eu l'emplacement que vous attendiez, ou vous n'ayez plus les ressources, vous pouvez très bien choisir de passer votre action et de placer votre larbin ici pour conserver cette carte pour le tour suivant. La phase suivante n'a lieu que lors des 3 premières saisons. Lorsque vous placez ici, l'icône vous rappelle de faire tourner le jeton premier joueur au joueur à votre gauche. Vous récupérez également tous vos petits diablotins qui ont travaillé dans vos salles pour creuser des tunnels ou pour récupérer de l'or. Les autres saisons s'enchaînent ensuite avec quasiment les mêmes actions à chaque fois, à quelques exceptions près.
En effet, il y a du coup les cases avec les événements. 3 événements seront disponibles chaque année, toujours les mêmes, mais pas dans le même ordre. Je vais donc expliquer chacun d'entre eux. Cet événement est la taxe du ministère. Pour chaque tuile présente dans votre donjon, qu'elle soit explorée ou non, que ce soit un tunnel ou une salle, vous allez devoir payer 1 d'or pour 2 tuiles, arrondies au supérieur. 3 tuiles dans votre donjon fera donc 2 ors à payer. Pour chaque or que vous ne pouvez ou ne voulez pas payer, vous recevrez un petit cube rouge à placer dans votre bureau des lettres mortes, c'est-à-dire ici. Chacun de ces cubes fera 3 points de moins en fin de partie. Libre à vous de payer ou non ces taxes. Lorsque vous révélez cette tuile événement lors de la saison précédente, vous allez également prendre la première carte du plateau des contrées lointaines et la placer en dessous. Vous saurez donc l'effet que vous aurez au moment où votre pion arrivera ici. Dernière tuile, le jour de paye des monstres. Pour chaque monstre qu'il y a dans votre domaine, vous allez devoir payer leur coût qui est indiqué en haut à droite une nouvelle fois. Ici, je payerai donc 2 nourritures et 1 de méchanceté. Payer 1 de méchanceté signifie augmenter son cube sur la dite piste. Chaque monstre que vous ne pouvez ou ne voulez payer va s'enfuir de chez vous et donc ira dans la défausse. Au passage, vous gagnerez donc 1 point de méchanceté pour chaque monstre qui s'en va. À partir de la 2e saison, vous aurez également l'action récupérer un aventurier dans votre donjon. Il s'agit de savoir quel aventurier va venir pour casser votre donjon. Le joueur le plus avancé sur l'échelle de méchanceté récupérera le plus en avant. Le 2e joueur, celui-ci, le 3e joueur, et le plus gentil récupérera le plus à gauche. En cas d'égalité, le jeton premier joueur indique qui est le plus gentil. Le premier joueur est toujours plus gentil, mais s'il s'agit d'autres personnes, il faut regarder dans l'ordre du tour. Le joueur après le premier joueur est plus gentil que le joueur suivant, et etc. Le joueur à droite du premier joueur est donc le plus méchant, en cas d'égalité. Dans le cas présent, le joueur rouge étant le plus avancé sur la piste récupérera le premier aventurier. Le jaune à égalité avec le bleu, mais comme le jaune est premier joueur, il est plus gentil. Le bleu plus méchant récupérera donc celui-là, et le jaune celui-ci. Nous verrons plus tard les différents types d'aventuriers, mais il convient désormais de parler du paladin, qui attend dans sa tente ici. Si un joueur atteint avec son cube de méchanceté la case du paladin, il récupère immédiatement le paladin de la saison en cours, argenté ou doré, qu'il place dans son donjon ici. Même s'il descend à nouveau sur cette piste, il gardera le paladin. Le seul moyen pour lui de le redonner à quelqu'un, c'est que quelqu'un devienne plus méchant que lui strictement. En cas d'égalité, on ne regarde pas le jeton premier joueur. Il faut vraiment que le joueur dépasse sur cette piste celui qui possède le paladin. Les aventuriers arriveront donc dans l'ordre de droite à gauche. Les couleurs rappellent les saisons auxquelles du coup vous allez les avoir. Cela dit, il y a une petite exception. Si vous avez un guerrier, celui avec la flèche, il va se frayer un chemin tout à l'avant du groupe, mais toujours derrière le paladin, qui lui possède également la flèche. Une fois que vous aurez fait toutes les saisons, il n'y restera donc plus rien sur ce plateau, et vous pourrez le retourner pour la phase de combat. Prenez les 4 cartes combat au-dessus de l'académie, et placez-les dans l'ordre. Le jeton violet est placé là pour suivre l'avancement du combat. Le combat va suivre 4 manches que tous les joueurs vont effectuer un à un. Le premier joueur va effectuer son premier combat, puis le deuxième. Une fois que tout le monde aura fait son premier combat, nous passerons à la deuxième manche. Chaque manche est séparée en 2 phases. La phase de planification qui est à gauche, puis la phase de résolution qui est à droite. Commençons par voir comment planifier. Pour la planification des combats, nous allons suivre un ordre rigoureux. Premièrement, vous allez devoir indiquer où se déroule votre combat en plaçant un larbin sur la tuile. Le combat devra obligatoirement se dérouler dans la tuile la plus proche de l'entrée de votre donjon. En cas d'égalité, vous aurez le choix. Évidemment, il s'agit de la tuile non conquise la plus proche. Une tuile conquise ne comptera pas dans ce calcul. Une fois cela fait, vous allez prendre un deuxième larbin et le placer ici. Cela va indiquer à quelle phase du combat vous serez lorsque vous allez le résoudre. Ensuite, vous allez choisir parmi vos pièges lesquels vous désirez placer ici. Quelle est la règle pour les pièges?
Dans un tunnel, vous ne pouvez placer qu'un piège et un monstre dans votre tunnel pour le combat. Dans une salle, c'est un peu différent. Il y a plus de place, vous pourrez donc placer jusqu'à 2 monstres. Par contre, si vous désirez placer un piège dans une salle, retenez bien qu'il faudra payer 1 d'or. En effet, dans un couloir, on est sûr que l'aventurier va marcher sur notre piège. Dans une salle, c'est un peu plus grand, il va falloir l'attirer vers le piège. Donc, tout piège posé dans une salle lors d'un combat vous coûtera 1 d'or. Attention, les fantômes ne sont pas considérés comme des monstres et peuvent être ajoutés en plus de tout monstre dans les tunnels ou dans les salles. Vous pouvez donc ajouter un nombre illimité de fantômes une fois vos pièges et vos monstres placés. Et lorsque tous les joueurs ont effectué ces actions, nous allons passer à la résolution du combat. Commencez par déplacer le marqueur ici et révéler la carte combat. Il y a plusieurs informations importantes sur ces cartes. Premièrement, le type de magie. Ici, il s'agit d'un sort lent, mais vous avez également des sorts rapides, comme l'invisibilité ici. Il y a l'effet du sort et, très important, le nombre de blessures que prennent par fatigue les personnages qui tentent de conquérir. Nous allons y revenir plus tard. Le premier joueur va maintenant résoudre son combat, suivi du deuxième, suivi du troisième. Avant d'expliquer comment se déroulent les combats, je vais devoir vous expliquer les différents types d'aventuriers. Il y a les voleurs, les prêtres, les magiciens et les guerriers. Le nombre en rouge en haut à droite indique le nombre de points de vie de cet aventurier. Mais sachez que le guerrier, nous l'avons déjà vu, il avance devant le groupe. Alors, nous allons suivre l'ordre du combat. Premièrement, je vais utiliser mon piège s'il y en a un et appliquer son effet. Je défausserai ensuite le piège sur le plateau des contrées lointaines et infligerai les blessures aux aventuriers. Attention, lors des pièges, chaque voleur va réduire d'autant de logos qu'il a les dégâts de mon piège, en commençant par l'avant du groupe. Si par exemple, mon piège aurait dû infliger des dégâts comme ceci, le voleur réduit de 2 en commençant par l'avant, annulant ainsi ces 2 dégâts-là. Évidemment, un aventurier qui subit le nombre de dégâts de ses points de vie est retiré du groupe et placé dans votre prison. Une fois l'étape des pièges passée, nous passons à l'étape de magie. Vous allez devoir vérifier dans votre groupe si le sortilège est lancé. Ici, mon aventurier a 2 de magie. Pour lancer un sort, il faut avoir 1 de magie lors de la première manche, 2 de magie lors de la deuxième, 3 de magie lors de la troisième, etc. Ici, ayant 2 de magie dans mon groupe d'aventuriers, le sort va bien être lancé. Attention, si j'avais pu tuer le magicien avant avec un piège, évidemment le sort ne serait pas lancé. Mais il s'agit ici d'un sort lent. Il sera donc lancé après les attaques de mes monstres. Si c'est un sort rapide avec l'éclair, il est lancé avant l'attaque des monstres. Ici, pas d'inquiétude donc. Nous passons à l'attaque de mes monstres. Je vais les résoudre dans l'ordre de mon choix. Et une fois que chaque monstre aura frappé, il sera assommé et ne pourra plus participer au combat cette année. Il sera donc placé face cachée ici. Il existe différents types d'attaques que nous allons voir tout de suite. Lorsqu'un monstre possède 2 attaques séparées par un trait, vous devez choisir quelle attaque vous souhaitez utiliser. Ici, je peux taper de 3 ou en dépensant une nourriture, taper de 4. Ce symbole d'attaque tapera le premier aventurier. Ici, ce serait donc mon guerrier. Je n'ai pas le choix de la cible, ce doit être le premier. Les attaques comme ceci vous indiquent que vous pouvez choisir l'aventurier qui sera attaqué par votre monstre. Ici, je dispose de 2 attaques que je peux répartir sur 2 monstres de mon choix ou sur le même. Le fantôme est un cas particulier, il ne peut pas attaquer le premier aventurier du groupe. Ce symbole d'attaque avec de multiples flèches indique que le visqueux va infliger un dégât à chaque aventurier ou paladin présent dans mon donjon. Ici, ce symbole, c'est annuler la conquête ce tour-ci, mais annule également l'étape de fatigue. Nous allons voir plus loin. Le vampire ne peut pas attaquer les prêtres. Il peut attaquer de 3 un monstre au choix ou de 2 un monstre au choix, hors prêtre évidemment. S'il choisit l'attaque à 2, il ne sera pas assommé et pourra revenir lors de la manche suivante du combat. Le gobelin tape de 2 le premier aventurier. S'il le tue, il retape de 1 l'aventurier derrière. En effet, lors d'une attaque, les dégâts ne sont pas répartis aux monstres suivantes. S'il reste un point de vie à mon premier aventurier et que j'utilise une attaque à 3 sur lui, le deuxième aventurier ne subira pas les dégâts qui excèdent les points de vie du premier.
Une fois que tous vos monstres ont effectué leurs attaques et sont assommés, nous allons passer à la phase de sort lent. Si vous avez suffisamment de magie, comme expliqué plus tôt, et que le sort est de type lent, vous le lancez maintenant. Ensuite, il s'agit de la phase de soin. Comme vous l'indique l'épée sur le plateau, la phase de soin n'a lieu que si vos monstres ou fantômes ont attaqué. Dans le cas où vous n'avez rien posé, ou si vous avez posé uniquement un piège, alors il n'y aura pas de soin. Le prêtre va soigner en fonction de son nombre de symboles. Ici 2, et il commence toujours par l'avant du groupe. Dans ce cas-là, il enlèverait simplement les 2 dégâts. Il peut évidemment se soigner lui-même s'il est à l'avant du groupe. Évidemment, vous pouvez avoir plusieurs prêtres et ça peut soigner beaucoup. Il peut donc être parfois judicieux de ne pas jouer de monstres afin qu'il n'y ait pas d'étape de soin. Dernière étape, cette étape a lieu s'il reste des aventuriers à ce moment-là. La première chose à faire est d'ajouter la fatigue. La fatigue dépend de la carte ici. Ici, nous avons par exemple 2 de fatigue. Je vais donc ajouter 2 dégâts en partant, comme d'habitude, du premier aventurier. La petite particularité de la fatigue, c'est évidemment que les dégâts se répartissent. Typiquement, si mon étape de fatigue arrivait maintenant, un dégât ici, cet aventurier meurt, et le deuxième dégât se répartit ici. S'il reste des aventuriers après la fatigue, ils ont réussi à conquérir votre tuile, malgré la fatigue que cela prend, et vous la retournez sur sa face conquise. À ce moment-là, vous passez pour un seigneur des ténèbres plutôt gentil, et vous gagnez donc 1 de gentillesse parce que les gens se moquent de vous. Il peut évidemment arriver que la fatigue suffise à tuer le dernier aventurier disponible, le houlet, et dans ce cas, il n'y aura pas de conquête sur la tuile où se passe votre combat. Dernière chose à ne pas oublier, si vous aviez le paladin et que vous devenez plus gentil qu'un autre, qui lui dépasse également le niveau du paladin, ici. Donc, typiquement, si le rouge a le paladin et se fait découvrir une tuile, donc gagne un de gentillesse, dans ce cas-là, c'est le jaune qui va récupérer le paladin dans son donjon. Même s'il avait terminé le combat, il récupère le paladin et lors de la manche suivante, alors il devra réengager le combat. Le paladin se déplace avec ses blessures et peut être tué comme tout autre aventurier. Quand tous les joueurs ont résolu le premier combat, évidemment ça c'est face cachée, nous passons à la planification du deuxième combat, résolution, etc. Le combat s'arrête dans 3 cas possibles. Soit vous avez réussi à tuer tous les aventuriers, soit les 4 manches sont passées et les aventuriers s'en vont. Et dernier cas, il n'y a plus de tuiles inexplorées chez vous. Dans ce cas-là, à chaque fois que vous devriez rendre une tuile visible et que vous n'en avez pas, vous devez relâcher un prisonnier. Petit rappel rapide, donc les aventuriers vont à l'avant du groupe quand ils arrivent chez vous. Les magiciens lancent des sorts en fonction de la manche. Il faut au moins avoir un cristal pour subir le premier sort. S'il y a 2 cristaux chez vous, vous subirez celui de la deuxième manche, etc. Les voleurs réduisent les dommages des pièges, chaque manche, quand ils sont là. Et les prêtres soignent à l'avant du groupe s'il y a eu combat avec des monstres ou fantômes. Après ce combat, nous passons à la deuxième année. Vous remettez le plateau saison face visible, le marqueur. Vous remélangez les 3 événements que vous placez sur leurs cases respectives. Nous allons expliquer les changements lors de la deuxième année. Lors de la deuxième année, lorsque vous achetez des pièges via cette action, vous en piocherez 1 de plus que le nombre indiqué, mais vous devrez en rendre 1 en le défaussant. Par exemple ici, je vais piocher 3 pièges au lieu de 2, et je devrais en rendre 1. Il n'est pas obligatoire de rendre 1 de ces 3-là, je peux également rendre 1 de ceux qui m'appartenaient, qui étaient dans mon souterrain. Lors de la deuxième année, vos salles de production vont également pouvoir produire à l'infini. Tant que vous avez assez de diablotins, vous pourrez faire produire vos salles. Par exemple ici, avec 9 diablotins, je pourrais produire 3 d'or. Les nouvelles salles seront, lors de la deuxième année, uniquement des salles qui rapportent des points ou des salles de combat qui ont des effets lorsque les combats se produisent dans ces salles. Déterminer le nouveau premier joueur est un peu plus compliqué avant de reprendre. Cela va dépendre du nombre de joueurs. En effet, à la fin de l'automne, nous n'avons pas passé le jeton premier joueur comme lors des autres saisons. Le premier joueur l'a gardé. Voilà comment cela se passe. À 4 joueurs, c'est le joueur à l'opposé de celui qui a commencé la partie qui va récupérer le jeton. En gros, vous déplacez le jeton premier joueur de 3 places à gauche. À 3 joueurs, nous agirons normalement et c'est le joueur à gauche du premier joueur actuel qui récupère le jeton. À 2 joueurs, le jeton premier joueur est conservé par celui qui l'avait à la fin de l'automne.
À la fin de la deuxième année et du deuxième combat, nous allons passer au scoring. Chaque joueur place un de ses larbins sur la case 0. Il est en effet possible de perdre des points et de finir avec un score négatif. Chaque joueur va donc gagner un point par monstre, excepté les fantômes. Chaque salle non conquise vous rapportera 2 points. Chaque aventurier emprisonné 2 points. Un paladin emprisonné 5 points. Par contre, chaque tuile donjon conquise, que ce soit des tunnels ou des salles, vous fera 2 points de moins. Les taxes impayées, les petits cubes rouges que nous avons mis dans le bureau ici, sera 3 points de moins. Les salles rapportant des points, donc cela, ça va dépendre de celles que vous aurez éventuellement achetées lors de la deuxième année. Et les titres exclusifs ou titres partagés. Alors, les titres, vous avez une deuxième carte. Donc, qu'est-ce qu'un titre exclusif? C'est si vous êtes le seul à remplir cet objectif. Et titre partagé, c'est s'il y a une égalité. Ici, le Seigneur des Sombres Fées, donc le joueur le plus avancé sur l'échelle de méchanceté, gagnera 3 points. En quête d'égalité, 2 points. On ne regarde pas le jeton premier joueur pour ça. Celui qui possède le plus de salles, conquises ou non. Celui qui possède le plus de tunnels, conquis ou non. Celui qui possède le plus de monstres, hors fantômes. Celui qui possède le plus de nourriture, hors ou pièges inutilisés. Je rappelle que quand on utilise un piège, on le défausse. Le Seigneur des Batailles, celui qui a le moins de tuiles donjon conquises. Et enfin, celui qui possède le plus de diablotins. On ne compte pas les jetons trolls. Donc voilà, à 2 joueurs, vous remarquerez que c'est 2 points par titre exclusif et 1 point par titre partagé. Le joueur avec le plus de points remporte la partie. Nous allons maintenant passer au détail des changements pour 2 et 3 joueurs. À 2 joueurs, chaque joueur reçoit au début de la partie un plateau neutre, ainsi que les 3 sbires. Chacun devra gérer un de ses joueurs fictifs. Nous placerons également un cube d'un des joueurs fictifs, un seul, peu importe la couleur, un des deux, sur l'échelle de méchanceté. Au début de la partie, vous tirerez au hasard 3 ordres indisponibles pour votre joueur fictif. Le changement de règle. Lors de la phase de programmation des ordres, vous allez d'abord mélanger les cartes restantes de votre joueur fictif et en placer 2 face visible ici. Vous devrez donc placer les sbires sur ces actions, les sbires neutres, en case numéro 2. S'il y a déjà un sbire, nous le plaçons en numéro 3, qu'importe. Ensuite, vous allez programmer vos actions normalement sur votre propre plateau et vous allez en même temps programmer parmi les 3 cartes qui vous restent, une pour le joueur fictif. Une fois que c'est fait, nous allons résoudre en premier, en partant du premier joueur, peu importe, la carte fictive que vous avez choisie. Pour celle-ci, vous ne placerez pas votre sbire sur la case numéro 2 du plateau, mais sur la première. Cela peut vous permettre d'accéder à une meilleure case ou de bloquer les adversaires. Nous résolvons ensuite la phase des ordres, normalement avec les cartes des joueurs. Vous pourrez à ce moment-là enlever les 3 là, qui seront disponibles pour le tour suivant. À 2 joueurs, nous ne placerons que 3 aventuriers ici. Et au niveau de la récupération, nous allons regarder ici. À chaque fois que nous devons récupérer un aventurier, le cube neutre, admettons que ce soit le jaune, montera d'un cran avant ça. Il récupérera lui aussi un aventurier. Sachez qu'en cas d'égalité, le joueur fictif est toujours plus gentil que vous. Enfin, dernière chose à ne pas oublier, au début de la deuxième année, le joueur fictif va redescendre de 2 sur cette piste. En effet, vous allez également descendre lors du combat à chaque tuile explorée par vos aventuriers. Le joueur fictif redescend donc également. Explication pour 3 joueurs. Alors, à 3 joueurs, ça va aller plus vite. On ne met également que 3 aventuriers sur le plateau saison. Et un seul joueur va gérer un plateau fictif. Pour cela, avant chaque phase d'ordre, il mélange les 5 cartes qui lui restent, en place 3, place ses sbires sur les cases numéro 2 et défausse ça. Voilà. C'est juste à prendre des places sur le plateau des actions. Il n'y a pas de cube neutre ici. Il y a juste ça à faire. Voilà, Dungeon Lords n'a plus de secret pour vous. C'était ma première mémo-règle et il était difficile d'être très concis sur un jeu avec autant de règles. Cela dit, de mémoire, la relecture des règles m'a pris au moins 2 heures. Et cette vidéo vous fera donc gagner un précieux temps de jeu. J'espère que ça vous a plu et à bientôt pour une prochaine mémo-règle.